Alors ce matin, nous accueillons trois intervenants qui vont vous présenter en 45 minutes un super programme culture client B2B2C qui a été déployé et appliqué à toutes les parties prenantes d'une entreprise spécialisée en optique de précision, Zeiss. Nous aurons le plaisir d'entendre le témoignage de Laurent Garnier, cofondateur de KPAM, Thierry Spencer, cofondateur de KPAM Next et aussi le super blogueur du sens du client et un conférencier qui ne cesse de nous inspirer, notamment sur les tendances. Jules Hébert, qui est Head of Customer Experience chez Zeiss. Et nous aurons un temps de questions-réponses de 15 minutes à la fin de ce webinaire. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions au fur et à mesure, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions-réponses. Et vous recevrez le replay de ce webinaire et un compte-rendu vidéo synthétique assez rapidement. Eh bien, Laurent, Thierry et Jules, la parole est à vous. Merci beaucoup Florence pour cette superbe introduction. Merci. Je vais commencer. Globalement, effectivement, on va parler programme culture client, la façon dont on les conçoit chez KPM et KPM Next. Je vais vous expliquer pourquoi KPM et KPM Next. Et surtout avec le témoignage de Jules qui va vous détailler comment ça s'est mis en place concrètement chez Zeiss. Et ce qui est intéressant, c'est que Jules vous fasse un partage d'expérience, qu'il vous fasse un retour d'expérience sur la mise en place d'un tel programme. Rapidement, KPM, en deux mots. KPM, il y a un KPM, je dirais, historique qui a été créé il y a 20 ans maintenant, qui s'est concentré sur l'analyse des verbatim clients, la modélisation et l'amélioration des expériences clients. Puis, il y a une dizaine d'années, on a créé KPM RH, concentré, lui, sur l'expérience des collaborateurs, avec les mêmes démarches, les mêmes outils, etc., mais vraiment centré sur l'expérience collaborateur. Il y a 4 ans, on a créé KPM Impact pour faire en sorte, pour voir comment la RSE pouvait ne plus être des discours un peu très corporate, un peu éthérés, etc., mais au contraire venir s'ancrer dans le quotidien des clients et des collaborateurs, avec cette idée de comment est-ce que la RSE peut changer le quotidien des collaborateurs et des clients, parce que c'est ça le véritable enjeu. Et puis, plus récemment, avec l'arrivée de Thierry, on a créé KPM Next. Et dans Next, il y a l'idée de Next, parce que Thierry est très lié à cette conférence sur les tendances qu'il fait chaque année, donc Next, ça parle de soi. Mais Next, c'est aussi bien sûr Next après le diagnostic qu'on avait l'habitude de poser chez KPM, avec l'idée de comment est-ce qu'on accompagne les entreprises, donc on a formalisé toute une démarche d'accompagnement des entreprises au-delà des diagnostics, et c'est globalement largement de ça dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on embarque des collaborateurs, comment est-ce qu'on met en mouvement une entreprise au-delà des diagnostics qu'on peut faire dans les études, et c'est exactement notre sujet du jour. Jules, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Avant de vous montrer, de vous présenter notre programme de culture client et d'expérience client, je voulais vous donner un petit peu de contexte en vous présentant Zeiss, parce que c'est une très grande marque, mais pas forcément très connue. Et surtout, en plus d'être une grande marque, c'est surtout une très vieille dame. Une vieille dame de 179 ans. Elle est née en 1846, elle a été créée par Carl Zeiss et Otto Hens-Abbe, pardon. On ne se rend pas forcément bien compte de 1846, mais 1846, c'est exactement pendant la conquête de l'Ouest. Donc pour vous dire à quel point elle est vieille et la stabilité de cette entreprise au fur et à mesure du temps et de tous les événements mondiaux qui ont pu exister depuis cette date-là. L'autre particularité de Zeiss, c'est qu'elle appartient à une fondation. C'est-à-dire qu'en fait, à la mort de Carl Zeiss, Ernst Abbe, il a décidé de donner toutes les parts de l'entreprise à la fondation Carl Zeiss. C'est un style d'entreprise et une structure d'entreprise qui n'existe pas en France, c'est purement allemand. Et c'est-à-dire qu'en fait, tous les bénéfices de l'entreprise vont vont à cette fondation qui les redistribue de différentes manières. Comme Bosch aussi, je crois. Hein. Comme Bosch, exactement. Comme l'entreprise Bosch. Et donc, le but de cette fondation, c'est déjà de préserver les entreprises. Parce que si on n'arrive pas à préserver les entreprises à qui appartient la fondation, eh bien, à terme, on ne pourra plus utiliser ces entreprises-là pour les autres fonctions de la fondation, à savoir promouvoir la science et aussi faire en sorte que les salariés se sentent super bien dans l'entreprise. Oui, on part déjà sur une base qui est un peu avec une culture
culture ouverte et favorable à un projet comme celui dont on va parler? Là, la fondation, elle a vocation à aider la science, mais elle participe à aider la science notamment en réinvestissant énormément dans l'entreprise, et notamment dans la R&D. Il y a énormément de choses qu'on a pu créer. On investit quasiment les 3/4 de nos profits en R&D. Ça représente à peu près 15% du chiffre d'affaires. En pourcentage, c'est plus que des entreprises comme Google ou que Apple. Et ça se traduit très concrètement par 2 brevets par jour, donc à peu près 60 brevets par mois dans différents secteurs. Et enfin, bah, on le fait mais de manière exceptionnelle, étant donné qu'au travers de l'histoire, il y a 35 prix Nobel qui ont fait confiance à Zeiss pour réussir leur recherche. On a notamment un mot de Einstein qui avait écrit que sans Zeiss, il n'aurait jamais pu faire toutes ses recherches. Je suis désolé, hein, je me vante un petit peu, mais Ça envoie du lourd, mais alors tout de suite. C'est comme la classe. On commence par Einstein, le niveau est là. Zeiss, c'est une grosse entreprise. Dans le monde, on est 46 000 dans 50 pays. Il y a 100 sites, donc à peu près 2 par pays. Et nous, notre vraiment, domaine de prédilection, c'est l'optique de précision. C'est-à-dire qu'on a 4 segments, et ces 4 segments-là sont liés grâce à l'optique. Donc, par exemple, on fait une technologie qui permet de fabriquer les semi-conducteurs. Donc, la plupart des puces dans le monde sont faites grâce à la technologie de Zeiss. On est aussi présent dans l'industrie, que ce soit par la recherche, donc les microscopes. C'est notamment grâce à ça qu'on a pu créer, qu'on a pu aider beaucoup de prix Nobel, mais aussi dans la métrologie industrielle, donc pour des mesures de qualité. On est aussi présent dans le secteur médical, donc dans la microchirurgie, notamment pour la chirurgie du cerveau, et aussi, et plus particulièrement, dans l'ophtalmologie. Donc, quand vous allez chez votre ophtalmo, il y a de grandes chances que vous trouviez du Zeiss. Et enfin, on a un segment qui est pour les produits grand public. Donc, on fait des verres ophtalmiques, mais aussi des objectifs ou des jumelles. Et on vous a dit qu'on allait parler de l'espace et de la Lune. Et justement, c'est un moment fondateur dans l'histoire de Zeiss, c'est que on a réussi, en tout cas, ce dernier segment a connu une gloire immense en permettant à l'équipe Apollo d'aller sur la Lune et de pouvoir filmer et prendre des photos de ce qu'ils ont pu voir sur la Lune, notamment grâce à notre objectif Zeiss Biogone en juillet 1969. Donc Armstrong, les premiers pas sur la Lune, la visière qu'il a, c'est une visière Zeiss, et la caméra qu'il utilise pour filmer les premières images de la Lune, c'est The Zeiss. Exactement. Extraordinaire, quoi. Enfin, fantastique, j'adore. Et donc, moi, je travaille dans la division des verres de lunettes qui s'appelle Zeiss Vision Care. Tous les jours, on travaille avec 2500 opticiens partout en France qui sont partenaires. Et on est très fiers aussi de dire que ces opticiens-là sont très heureux de travailler avec nous parce qu'on a un NPS de plus de 67 sur les 6 derniers mois. Et aussi, on est très fiers de dire qu'on fait de l'OFG. On a une usine de production à Fougères, en Bretagne. Aussi, pour vous donner un peu plus de contexte, nous... OFG, c'est Origine France Garantie. Hein. Oui, c'est ça. Et pour vous donner un peu plus de contexte sur le marché, nous, on connaissait peut-être Essilor un peu plus, qui sont notre premier concurrent et qui sont ultra leaders sur le marché. Ils ont plus de 66% de part de marché. Donc voilà, et nous, on essaye de les challenger, et notamment via l'expérience client, mais j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu. Et voilà, donc un NPS quand même, dont beaucoup d'entreprises peuvent être jalouses parce que plus 67 de NPS, tout le monde n'est pas à plus 67 de NPS, c'est clair. Et effectivement, une position d'hyper challenger, et c'est par le service et par la qualité de l'expérience qu'on fait vivre aux opticiens que ça va être ça le grand différenciateur. Et c'est bien sûr là-dessus qu'on a embarqué tous ces sujets, bien sûr. Et pour vous résumer tout ce que je viens de dire, je vous laisse une petite vidéo là, de 30 secondes. Alors, 30 secondes de vidéo. Pour vous, ce sont juste des verres. Pour nous, chez Zeiss, c'est bien plus que ça. Ce sont vos yeux. Alors, avant de concevoir vos verres, on s'est un peu entraîné. Avec nos objectifs, on a été les yeux du premier homme sur la Lune. Ceux des plus grands cinéastes. On a même eu quelques récompenses. On a été les yeux de Claude Monet, le microscope de Charles Darwin, et de plus de 30 prix Nobel. Les yeux des premiers de la classe, ou des cancres. La machine chez votre ophtalmologiste, c'est nous aussi, comme ce casque virtuel, ou les optiques de votre smartphone. Et toute cette histoire, ces innovations,
Devinez où on les a mises. Dans vos verres. Signé Zeiss. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Seeing Beyond. Vos verres. Merci pour cette introduction, Jules, très complète, qui vraiment plante le décor, on va dire. Alors, justement, maintenant, on rentre vraiment dans cette démarche de culture cliente, et je passe la parole à Thierry, qui va nous parler de ce sujet. Vous savez que généralement, on entend dans beaucoup d'entreprises, le client est au cœur de nos préoccupations. Et il y a finalement, les entreprises se divisent un peu en deux catégories. Il y a celles qui disent ça, le client est au cœur de nos préoccupations. Et puis il y a celles qui disent, ben non, le client, c'est notre principale préoccupation. Il n'est pas au cœur de nos préoccupations. Il n'y en a qu'une seule, et c'est bien celle de la satisfaction client. Alors finalement, la culture client, ça agit pour beaucoup d'entreprises comme une boussole, comme une vision partagée, comme une croyance partagée au sein de l'entreprise qui dit que finalement, la satisfaction du client a un impact sur la prospérité de l'entreprise, sur la croissance de l'entreprise. Et donc, c'est un véritable parti pris pour beaucoup d'entreprises qui sont naturellement orientées clients. Et puis, c'est surtout, et vous allez le voir, comment est-ce qu'on a pu le conduire chez Zeiss et aussi pour d'autres entreprises, c'est une forte conviction concernant cette culture qui doit concerner tout le monde et l'adoption d'un style relationnel dans les relations internes entre managers et managés, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des clients, qu'ils soient B2C ou B2B. Donc, que le style de la relation soit le même que le style du management ou que le style de la coopération. Et finalement, nous ne sommes que des révélateurs d'une culture existante. Il y a aucune entreprise qui n'a pas de culture client. Simplement, elle a besoin d'être révélée, elle a besoin d'être organisée. On voit que le challenge est d'ailleurs important, puisque si on en croit cette étude qui avait été faite à l'occasion du salon All for Customer Paris l'année dernière, vous savez, c'est le salon anciennement stratégie client, et on voit que seulement 2 professionnels sur 10 se déclarent tout à fait d'accord avec le fait que tous les collaborateurs, quel que soit leur département ou leur service, partagent une même culture du client. Ce qui montre bien une chose, c'est que un projet culture client, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un projet pour les personnes en contact avec le client, mais c'est un projet pour tout le monde. Et je pourrais presque dire en caricaturant que c'est principalement pour les personnes qui sont les plus éloignées du client. Et nos efforts se concentrent très souvent en termes de sensibilisation, notamment vers les personnes, les professionnels les plus éloignés du client. Alors, chez KPM, vous savez qu'on a une spécialité, c'est les verbatims. Alors, on a collecté ici quelques petits verbatims entendus ça et là au cours de nos missions en entreprise. Et vous allez peut-être reconnaître certaines phrases entendues dans des réunions ou à la machine à café. Alors, il y en a une, évidemment, qui est en clin d'œil avec ceux qui nous reçoivent aujourd'hui, c'est-à-dire la marque. Vous voyez, en haut à gauche, chez nous, un client qui réclame, c'est une punition. Alors, déjà, quand on entend ça, on se dit que il y a beaucoup d'efforts à faire en termes de culture client si on considère que la réclamation, en tout cas la bonne gestion de la réclamation, c'est souvent le plus fort marqueur d'une forte culture client. Et puis, vous voyez en haut à droite, et je vais vous faire la rapide lecture des verbatims, les études clients disent toujours la même chose. C'est vrai que très souvent des entreprises qui mesurent avec ce que les Américains appellent les vanity metrics, c'est-à-dire mesurent la satisfaction mois après mois, qui dit on est content, on est passé de 83,7% à 83,9%. Ça dit rien à personne et au final tout le monde pense que les clients pensent toujours la même chose et ça n'évolue pas. Ou alors, ce qu'on entend aussi, c'est on a tous notre façon de faire avec les clients. C'est vrai, chez nous c'est différent. Toutes les entreprises nous disent ça aussi. Vous savez, chez nous, c'est différent. Oui, chacun a ses particularités, sa singularité, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, de produits et de services. Simplement, il y a toujours cette vision partagée quand même du client et du client final. Et puis, je vais vous citer une autre citation en lien avec ce que je viens de vous dire. Si vous voyez en bas à gauche de l'écran, la culture client, c'est bon pour les personnes en contact, pas pour moi. Et là, typiquement, on touche du doigt un des principaux enjeux d'un programme de culture client au sein des entreprises, c'est que on isole trop souvent
un programme aux personnes qui sont en contact tous les jours, qu'elles soient en face à face ou qu'elles soient à distance, alors qu'un vrai projet de culture client pour embarquer toute l'entreprise et toutes ses parties prenantes, c'est vis-à-vis de tous les collaborateurs qui soient plus ou moins éloignés du client. Alors, globalement, quand on parle programme démarche culture client, programme culture client, il faut avoir en tête qu'il y a toujours trois dimensions qui sont absolument clés et c'est ça qu'on va détailler tout au long de cette présentation. D'abord, le premier travail, c'est bien sûr un travail de sensibilisation des collaborateurs et des dirigeants. Je devrais même dire un travail de sensibilisation des dirigeants et des collaborateurs parce que les premiers qu'il faut embarquer dans cette histoire, c'est le CODIR. Le CODIR, où parfois certains sont très avancés sur le sujet et d'autres sont beaucoup plus en retrait par rapport à ça. Comment on fait en sorte déjà que tout le CODIR soit d'accord, unanime pour embarquer le sujet. Et puis une fois qu'on a embarqué le CODIR, eh ben, on se donne la chance de pouvoir embarquer tous les collaborateurs. Mais commençons par le CODIR. On va aussi parler de comment est-ce qu'on, Thierry en a déjà un petit peu parlé, comment est-ce qu'on définit un style relationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un style relationnel? Comment est-ce que ça se met en place? Et quelle utilité ça a? On va en parler. Et puis, dernière chose, c'est bien de sensibiliser tout le monde, mais tant qu'on n'a rien fait faire à ses collaborateurs, il ne s'est rien passé. Et donc, c'est extrêmement important de créer ce qu'on appelle une chaîne de valeur sur des moments de vérité. On va soigneusement sélectionner, on va revenir sur la sélection des moments de vérité. Et sur cette chaîne de valeur, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur? C'est exactement ce que vient de dire Thierry. C'est que c'est pas juste les gens du front qui sont en contact avec le client qu'on embarque, mais c'est toute l'entreprise sur un moment de vérité. Donc, on a un moment de vérité qu'on avait avec un client. Et la question, c'est de se dire comment chaque service de l'entreprise, même très éloigné du client, peut contribuer à enrichir ce moment de vérité qu'on va livrer au client. Et chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Certaines, c'est des petits cailloux, d'autres, c'est des gros pavés, mais chacun doit pouvoir contribuer à ça et chacun doit en tirer de la fierté. On va revenir dessus. Globalement, pour vous résumer ça, comment est-ce qu'on passe d'une culture client à enrichir, vous comprenez bien ce qu'on veut dire par ça, à une culture client forte et incarnée dans la durée? Ben, ça passe bien sûr par établir un diagnostic. Sans diagnostic, on ne sait même pas où on va, donc on va revenir là-dessus, bien évidemment. Ça passe par cette idée d'élaborer une stratégie et surtout un style relationnel, par cette idée de sensibiliser les collaborateurs et puis leur faire adopter des nouveaux gestes ou des nouveaux rituels qui fait que tout d'un coup, on ne fait plus les choses comme on les faisait avant et on fait ça mieux et on en tire plus de plaisir, plus de fierté, plus de gratification et souvent plus des NPS à la hausse, par exemple. Ça peut être ça. Donc c'est ça, toute cette démarche-là qu'on va vous détailler ici aujourd'hui. Et pour vous expliquer aussi notre démarche dans laquelle notre démarche d'expérience client, pareil pour recontextualiser aussi, en fait sur notre marché est relativement simple dans la mesure où en fait il y a du low coster, donc des gens qui vont juste pas cher mais c'est tout, et des verriers un peu plus premium, c'est-à-dire qu'ils vont vendre du coup des produits de très bonne qualité et des services. Le truc qu'on a, c'est que finalement, bah, tous ces verriers premium, eh bien, on a tous des bons produits. En tout cas, c'est pas les produits qui font de véritables différences, même si ça peut y participer. De la même manière, au niveau des services, on a tous des services qui se ressemblent. Pareil, il y a des trucs un peu meilleurs, un peu moins bien, mais globalement, c'est pas non plus ça qui fait la différence. Et donc, bah, trouver une différenciation là-dessus, c'est un peu compliqué. Comme on disait que nous, on était des hyper challengers, on a besoin de trouver des choses pour se réinventer et pour aller titiller nos concurrents. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait une super opportunité pour se différencier via l'expérience client. Donc, c'est pas forcément de dire c'est nos produits ou nos services qui vont faire la différence, c'est surtout la manière dont on va amener ces produits et ces services à nos clients. Et en fait, dans cette démarche-là, ça fait quelque temps qu'on travaille dessus. Comme vous pouvez voir sur le graphique juste devant vous, vous voyez l'évolution de nos NPS. On a travaillé très fort dessus entre 2017 et 2020. En fait, une manière très simple, c'était juste de dire, on a un problème avec le client, les clients nous remontent ce problème-là, on résout, et petit à petit, bah, en fait, tout de suite, le NPS explose. Mais au bout d'un moment, on finit par avoir quand même un très bon NPS, et c'est de plus en plus dur d'aller trouver les éléments qui vont permettre de continuer de croître et de satisfaire encore plus les clients pour vraiment se différencier des autres. Et donc, c'est là où on a dû se tourner vers des experts pour essayer de saisir des signaux faibles qui pourraient faire toute la différence sur le long terme. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec KPL. Alors, globalement, voilà ce que c'est qu'une démarche culture client. Je vous ai dit, ça passe par l'établissement d'un diagnostic,
Il y a l'idée d'élaborer une stratégie ou un style relationnel, de faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise adopte des nouveaux gestes ou des nouveaux rituels, des nouvelles façons de faire. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a l'idée de sensibiliser les collaborateurs et le codir, on en parlait tout à l'heure. C'est ça qu'on va vous détailler et à chaque fois, Jules va venir apporter vous faire des retours d'expérience sur ces différentes étapes. Donc, première étape, établir un diagnostic. On ne va pas s'attarder trop là-dessus parce que globalement, ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est globalement ce qu'on fait depuis très 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 longtemps. Établir un diagnostic approfondi de l'expérience client, ça part notamment cette cartographie avec laquelle on est souvent associé KPM, à savoir ce qu'on appelle le tracker d'expérience client. C'est à partir des verbatims une mise à plat très précise et très quantifiée de l'expérience vécue par les clients, grâce aux grandes intensités de discours qu'on trouve dans les grandes barres bleues ou dans les barres rouges profondes. On comprend, au-delà des moments qui arrivent souvent, on comprend les moments qui ont beaucoup d'impact en positif ou en négatif sur les clients. Bref, cette cartographie nous permet d'identifier, va beaucoup nous aider à identifier bien sûr à nous axer sur qu'est-ce que pourrait être un moment de vérité, et ça nous permet de mettre à plat tout ça et de comprendre très profondément ce qui se passe. On vient d'ailleurs de fêter le 1000e tracker. On vient de fêter le 1000e tracker, ce qui n'est pas rien, et effectivement, on en est très fiers. Si je peux réfléchir un peu sur ces trackers, là, pour nous, là où c'était hyper intéressant, c'est que la démarche qu'on a souvent, c'était de catégoriser les verbatims, et puis après de dire, bah voilà, si celui-là, il y en a beaucoup, ça veut dire que les clients, ils sont pas contents, ou alors ils sont contents. Et en fait, là où c'était hyper intéressant, c'est que comme KPM arrive à analyser vraiment ces verbatims-là et arrive à avoir une intensité de discours, ça permet de voir complètement différemment ces catégories de verbatim. Et nous, ça nous a beaucoup aidé à avoir quelques signaux faibles, notamment même sur des sujets dont on n'attendait pas, notamment la RSE, où en fait, peu de clients nous disaient, nous reprochaient des choses, mais en même temps, ceux qui nous reprochaient vraiment de manière intense, et même si on faisait beaucoup de choses. Donc, on a permis de... Oui, ce qui est paradoxal pour Zeiss, c'est qu'il y a plein de démarches entreprises en matière de RSE, mais finalement, pas connues des clients. Et finalement, alors qu'ils faisaient plein de démarches dans ce sens-là, finalement, ils se faisaient écharper sur quelques éléments de détail que les clients percevaient, mais qu'ils ne percevaient pas l'essentiel des démarches. Donc, tout d'un coup, forcément, on revoit la façon dont on communique sur les éléments RSE auprès des clients pour mettre ça plus en avant et qu'il n'y ait pas une image globalement négative des initiatives RSE de Zeiss, alors qu'il y a plein de choses qui sont faites et des choses tout à fait intéressantes. Je peux ajouter une chose à propos de ce tracker et de cette étude, c'est que, et sans faire de jeu de mots avec Zeiss et la vision de Zeiss, mais quelque part on aide nos clients à voir on aide les entreprises à voir le parcours avec les yeux du client. Là où généralement on a souvent une vision qui est celle des process, qui est celle des règles, de tout ce qu'on met en place pour les clients. On a une vision du parcours qui est extrêmement rationnelle. C'est ce qu'il faut d'ailleurs avoir pour avoir de bons process et produire une bonne expérience. Mais simplement, le tracker permet d'avoir une vision non plus rationnelle, mais émotionnelle. Et je rebondis tout de suite sur une question que j'ai vu passer dans le fil de discussion à propos des entreprises industrielles. Les entreprises industrielles, et Zeiss en fait partie, et Jules me dira pas le contraire, elles ont une vision extrêmement rationnelle des parcours. Et le tracker permet d'aborder des sujets d'émotion, des sujets de perception. Et finalement, le tracker, c'est presque un premier acte de progrès de la culture client. Deuxième chose qu'on fait quand on pousse un diagnostic, c'est aussi d'interroger les collaborateurs. Alors, en priorité, les collaborateurs qui sont au contact des clients, pour voir l'expérience qu'ils ont dans leur quotidien avec les clients. Et donc, globalement, quand on a terminé ça, on va produire ce qu'on appelle un tracker miroir. Vous comprenez bien la logique. Ici, j'ai modélisé mon expérience client. Ici, j'ai modélisé mon expérience collaborateur, pas au sens RH du terme, mais au sens des interactions qu'ils ont avec les clients, puisqu'on leur pose deux questions. Quelle est la meilleure interaction qu'ils aient eue cette année et au contraire, quelle est l'interaction la plus frustrante? Vous voyez qu'on n'est pas dans des problématiques RH, on est vraiment dans le lien qu'ils ont avec les clients. Et quand on a modélisé ces deux expériences, on produit au milieu ce qu'on appelle cette mise en miroir, où on reprend les grandes barres bleues et les grandes barres rouges du côté client, qu'on pose ici, et puis on voit comment sur ces moments très structurants de l'expérience des clients, comment ça résonne côté collaborateur, et après on a des barres et des jeux de couleurs qui nous permettent de comprendre comment piloter ces différentes typologies d'interaction. Donc on pose ça aussi, ce qui est aussi le mérite
d'avoir vraiment le doigt sur l'expérience vécue par les collaborateurs en contact des clients. Et puis le dernier pan, Thierry, sur ce diagnostic. C'est réaliser un diagnostic. On a vu qu'on peut partir des données, on peut partir des études. On interroge les clients, on interroge les collaborateurs. On peut aller un cran plus loin et généralement, c'est ce qu'on fait dès lors qu'on aborde un projet de culture client. On peut réaliser une étude culture client, donc une étude auto-administrée qui est faite sur 4 axes, envoyée à tous les collaborateurs, quel que soit leur éloignement avec le client, aussi bien donc des fonctions en front office qu'en back office, les dirigeants, les managers comme les collaborateurs. On interroge tout le monde et ça nous permet de mesurer très simplement le niveau de culture client de l'entreprise. Et on le fait surtout avec une dimension extrêmement opérationnelle. On n'est pas là pour établir un score en soi qui n'aurait pas d'intérêt, un score de culture client, mais bien des pistes d'action très très concrètes. Et ces pistes d'action très très concrètes, on va aussi aller les chercher dans une étude documentaire. On va porter un regard bienveillant, mais aussi un peu confrontant sur toutes les productions de l'entreprise, sur tous les résultats, tous les résultats d'études. Et puis, on va aussi faire des interviews. On va s'attacher à interviewer les dirigeants pour être vraiment bien certain du bon alignement, ne serait-ce que d'abord sur la stratégie de l'entreprise. Est-ce que tout le monde est au clair sur la stratégie de l'entreprise? Bon, la réponse chez Zeiss, la réponse est oui, bien sûr. Est-ce que tout le monde est au clair sur la stratégie client? Et là, on voit que chez Zeiss, on avait besoin de la reformuler parce qu'elle était présente, mais elle avait besoin d'être reformulée et partagée au plus grand nombre. Puis, on fait aussi des choses qu'on adore faire. Bon, moi, c'est vraiment ce que j'adore faire dans mon métier, c'est des immersions. C'est-à-dire aller passer des journées avec des commerciaux sur le terrain chez Zeiss, aller voir des opticiens, les interviewer, parler de la façon de se comporter entre les clients et les collaborateurs de Zeiss pour voir comment cette culture, elle est sensible, comment est-ce qu'elle est véritablement incarnée. Et c'est des choses comme ça qui nous ont permis de comprendre, de mettre le doigt, par exemple, chez Zeiss, sur le fait que parfois les commerciaux étaient peut-être en position un peu trop basse vis-à-vis des opticiens dans la relation qu'ils pouvaient avoir avec eux, et qu'ils avaient besoin qu'on les aide à reconquérir un peu de hauteur dans la relation avec les opticiens. Et ça a été forcément quelque chose qui a émergé de ces travaux-là, via l'immersion et via l'étude qu'on a pu faire sur les relations entre les collaborateurs, les commerciaux de Zeiss et les opticiens. C'est comme ça qu'on comprend, par exemple, aussi que parfois le processus de réclamation chez Zeiss, il est parfois un peu, on a une réclamation, une insatisfaction client, mais personne n'en est vraiment propriétaire. Et finalement, il y a une dispersion qui se fait à travers les différents départements de Zeiss pour répondre aux clients. Et finalement, on se rend compte qu'il y a certainement ici une très belle opportunité en faisant du commercial la personne qui reviendra vers le client avec la solution, ce qui lui permettrait de gagner un peu en hauteur et d'être parfois plus considéré par des opticiens qui parfois sont parfois pas toujours très sympathiques avec eux. Et donc, voilà des éléments de culture qui sont très intéressants. Mais ces éléments de culture, ces freins qu'on peut identifier dans ces moments-là, dans ces diagnostics-là, ils sont très importants à comprendre. Je prends un autre exemple que Zeiss. On a travaillé avec une grande entreprise d'assurance où 60% des collaborateurs nous expliquaient qu'ils ne croyaient pas du tout que satisfaction client et performance financière étaient compatibles. Vous vous rendez compte? Quand vous arrivez avec un programme de culture client et que vous avez 60% des collaborateurs qui vous disent « mais non, on n'y croit pas », il faut absolument prendre ça en compte et adresser ça. Si vous n'avez pas identifié ce frein dans votre programme, vous pouvez le jeter à la poubelle. Et donc, il y a une nécessité à adresser cette chose-là. L'exemple qu'on a trouvé ici pour adresser ça, c'est de faire venir le patron d'un fonds d'investissement qui n'investit que sur des entreprises qui ont des hautes performances en termes de satisfaction client, en termes d'expérience client, des LPS à la Zeiss, voilà, et il n'investit que là-dedans, et il leur a expliqué, il est venu faire une conférence pour leur expliquer à tous, par A plus B, pourquoi les entreprises qui étaient très fortes en relation client étaient forcément des entreprises très performantes financièrement. Ben voilà typiquement le genre de choses qui doivent être adressées, parce que si vous n'adressez pas ça, votre programme ne peut même pas démarrer. Alors, deuxième chose, et je vais repasser la parole à Thierry, il faut bien sûr maintenant parler de style relationnel. Alors, c'est le point central. Une fois le diagnostic fait, il faut s'accorder sur un style.
Et là, je vais citer 3 personnes inspirantes et je vais commencer par une administratrice de la marque qui aujourd'hui fait l'animation de ce défi de café, c'est-à-dire Florence Bouchot. Florence Bouchot est la créatrice du concept de permaculture client. Alors, on a eu l'occasion tous les deux d'en parler sur mon blog et ailleurs en conférence. Quand elle parle de permaculture client, elle fait évidemment référence au principe de la permaculture, hein, n'est-ce pas, Florent? Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc, on se base sur les principes de la permaculture. Et ces principes, finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, prendre soin de toutes les parties prenantes et avoir une égale considération pour toutes les parties prenantes. Et quand on a dit ça, eh bien, il faut savoir comment on s'y prend, avec de quelle façon. Et là, je vais citer une deuxième personne inspirante, en l'occurrence Erin Meyer. Erin Meyer, qui est une autrice américaine qui a écrit beaucoup de livres et qui a signé un article dans la Harvard Business Review dans le dernier numéro que je vous invite à acheter. Elle parle de valeur. Elle dit que les entreprises ont véritablement besoin de passer de l'abstraction à l'incarnation. Et comme en écho à Maurice Thévenet qui est aussi un auteur français spécialisé dans le management, qui a fait des interventions d'ailleurs dans des conventions de la marque. Et Maurice Thévenet, il dit qu'il faut distinguer les valeurs affichées et les valeurs opérantes. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans cette étape-là? Ça veut dire que les entreprises ont des valeurs. Vous avez toutes, vous nous écoutez tous, vous avez tous dans votre entreprise des valeurs. Est-ce que ces valeurs, est-ce qu'elles sont opérantes? Est-ce qu'elles veulent dire quelque chose pour les collaborateurs tous les jours? Est-ce que finalement, il y a un alignement entre la raison d'être, les valeurs, et puis la façon de se comporter au quotidien avec un client, la façon de se comporter entre un manager et un collaborateur, entre un commercial et un opticien, entre une personne du back-office de Zeiss et du front-office. Donc, établir ce style de façon très, très simple pour permettre à tout le monde d'incarner finalement une façon d'être de Zeiss. Et c'est ce qu'on a fait, avec Zeiss. On a vu que c'était la brique qui nous manquait. Les valeurs étaient existantes. Tout le monde s'accordait sur un certain style Zeiss, mais on n'avait juste pas pris le temps ou la peine de le formaliser. Et c'est ce qu'a fait Zeiss. Et je vais passer la parole à Jules qui va vous en parler. Oui, effectivement, en fait, ça a été vraiment un moment. Pour le coup, moi, souvent, c'est le truc auquel on n'avait pas forcément pensé, parce que quand on y réfléchissait, on se disait, bah, on va juste prendre les avis des clients et puis on va résoudre les avis des clients. Alors oui, mais en fait, il faut quand même qu'on ait notre style, parce qu'on veut qu'à la fin, les clients ils retiennent certaines choses de nous et la façon dont on veut être connu. C'est un peu, et en fait, on se disait aussi qu'il y avait beaucoup d'expériences clients, et beaucoup de très bonnes expériences clients, mais totalement différentes. Si vous allez chez Hermès ou chez Leroy Merlin, c'est 2 très bonnes expériences clients, mais qui n'ont rien à voir. Et donc, nous, il fallait qu'on crée notre propre style et quelle promesse on voulait faire. Alors, la promesse, vous l'avez ici à l'écran. Nous, on veut faire l'expérience client qui fait la différence. On ne veut pas juste faire plaisir aux clients pour leur faire plaisir. On veut que dans leur vie de tous les jours, ça leur soit utile. Alors, on a designé 3 valeurs. C'est ce style relationnel. Et ces 3 valeurs, c'est réactif, facilitateur et proche. Donc, pour chacune d'entre elles, ça veut dire plusieurs choses vis-à-vis du client. Par exemple, facilitateur, quand on a expliqué ce que voulait dire facilitateur, on a mis les pieds dans le plat, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on aide le client jusqu'à faire à sa place. Et ça, c'était quelque chose qui était important parce que souvent en interne, dans notre culture, c'était de dire, je vais quand même pas faire ça à sa place. C'est le business de l'opticien. Non, nous, on a dit, maintenant, fais à la place. Si l'opticien est d'accord pour qu'on fasse à sa place, on va faire à sa place parce que c'est ce dont il a besoin finalement. Dans la manière d'être réactif, à chaque fois qu'on parle au client et qu'on doit revenir vers lui, on lui donne toujours un délai. Et même si on n'a toujours pas la réponse dans le délai imparti, on le rappelle pour lui montrer qu'en fait, on tient vraiment à sa demande et qu'on est vraiment en train de la traiter. Mais ces valeurs-là, et c'est peut-être la force aussi du style relationnel qu'on a choisi, c'est que être réactif, facilitateur et proche, ça marche aussi en interne. Et donc, par exemple, comment on explique facilitateur du point de vue interne? C'est avec des choses toutes bêtes. Par exemple, quand on a une demande client et qu'on doit transmettre à un collègue, maintenant c'est obligatoire. On met toutes les informations du client dans la demande. C'est-à-dire, on met son numéro client, s'il y a un lien à mettre pour X raison sur un document, etc., on met le lien du document et on fait un vrai brief pour expliquer la situation. Et ce brief-là, ces informations-là sont hyper importantes parce que ça permet quand l'autre collègue rappelle le client en question,
eh bien, il n'y a pas besoin de reposer des questions auxquelles le client a déjà répondu. Et en plus, ça permet d'être beaucoup plus réactif vis-à-vis du client. Enfin, en interne, sur la proximité, on a fait des choses toutes bêtes. C'est-à-dire maintenant, la caméra, c'est obligatoire en visio. Et on met des photos partout. Et juste pour se dire, bah, finalement, on se connaît un peu plus, ça apporte quelque chose. C'est des toutes petites choses, ça apporte quelque chose supplémentaire. Et un petit supplément d'âme, on dirait chez nous. Donc le style adopté, il faut, comme vous l'a dit tout à l'heure Laurent, adopter des nouveaux gestes. Adopter des nouveaux gestes parce que, vous l'avez vu, on a fait donc le diagnostic, on s'est accordé sur un style, mais jusque-là, on va dire, on n'a encore rien fait. Et donc c'est très important d'aider les collaborateurs, d'aider finalement toute l'entreprise à avoir avoir un focus sur des moments où on va faire la différence, des moments qui vont véritablement incarner ce style, des moments où tout le monde va se concentrer, des moments qui vont être forts en émotion pour le client, forts en fierté pour les collaborateurs. Et donc, on va les sélectionner. Une des meilleures façons de sélectionner des moments de vérité, c'est évidemment le tracker, parce que le tracker de l'expérience client et le tracker de l'expérience collaborateur nous donnent une vision extrêmement claire des enjeux en termes d'émotion et pas forcément des enjeux en termes de process. Ce qui compte vraiment, ce qui aura un véritable impact. Donc, première étape, sélectionner des moments de vérité. Généralement, on n'en sélectionne pas 10, 15, 20, mais plutôt 3 ou 4 parce qu'on sait que les entreprises ont besoin de ce focus et ont aussi des capacités de réalisation qui sont limitées. Ensuite, quand on a sélectionné ces grandes batailles, si je puis dire, des moments de vérité aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients, que pour les partenaires, et bien, il faut les concevoir. C'est-à-dire, il faut se mettre autour d'une table. Et ça, c'est pas parce que KPM et depuis 20 ans accompagne des entreprises, fait évidemment des études et du conseil. On n'arrive pas, bien qu'on soit très très fier d'accompagner des entreprises comme Lacoste, Best Western, Burger King, Zeiss, on n'arrive pas avec comme un mode opératoire tout fait qui nous tomberait de je ne sais quel livre ou théorie. On a besoin de le faire avec les collaborateurs et pour les collaborateurs. Donc, on va designer ces expériences. On va se mettre d'accord sur une façon de faire, sur des mots, sur des gestes dans des moments précis. Donc là, on est dans le design des moments de vérité et Jules nous a choisi une très belle photo pour montrer à quel point on était attaché à la co-création et à la coopération. Alors justement, sur la photo ici, vous pouvez voir l'ensemble du CODIR, et c'était la journée où on s'est mis d'accord sur les moments de vérité qu'on a voulu mettre en place. Et j'insiste aussi sur le fait que c'était hyper important en fait d'en prendre peu. Parce que nous, on a peut-être un grand défaut chez Zeiss, et c'est peut-être le cas dans d'autres entreprises, c'est qu'on fait tout en même temps, on va dans tous les sens, etc. Et donc là, ça a permis de prioriser, déjà avec l'aide du tracker, et aussi de se mettre autour de la table avec tous les membres du CODIR pour choisir en fait des projets qui étaient porteurs de sens. Et on se disait, si c'est porteur de sens pour le CODIR, ça va être aussi porteur de sens pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, si ça a du sens pour tout le monde, ça va être plus simple pour l'année d'après revenir avec d'autres moments de vérité. Et donc, on avait 3 en interne et 3 externes. Donc 3 pour l'expérience client, 3 pour la culture client. Et ensuite, une fois qu'on a choisi ces moments de vérité, pour chacun de ces 3 moments de vérité, en fait, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a repris un panel de collaborateurs de différents services. Donc, comme vous pouvez le voir sur les slides. Et ça a été vraiment une façon hyper intéressante parce que ça permet de se reposer des questions toutes bêtes. Parce que quand vous connaissez rien à un sujet, vous posez des questions et ça remet vraiment complètement les choses à plat. Et je pense que un des meilleurs exemples que je peux vous donner pour vous parler de ce que ça a permis de faire, c'est la suivante, c'est la livraison et la résolution de nos problèmes de livraison. Alors c'est un peu particulier, mais dans le secteur de l'optique, tous les fournisseurs ont le même livreur. Donc ça c'est très bien d'un point de vue logistique, c'est-à-dire qu'il y a très 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 peu de problèmes de livraison. C'est aussi très bien au niveau de l'écologie. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas du tout la main sur la livraison du coup. Et donc, on avait le sujet de 1% de nos livraisons ont des problèmes. C'est très très peu. Mais c'était quand même un sujet où les clients étaient particulièrement mécontents parce que eux, quand ils sont mal livrés, ça a un impact sur leurs consommateurs. Et souvent, les consommateurs sont obligés de revenir en magasin une deuxième fois. Et dans les agendas chargés de tout le monde, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et c'est là où on a affaire à des clients plutôt difficiles.
Alors, on a mis autour de la table des collaborateurs de plusieurs services et ça nous a permis en fait d'arriver à un process tout simple et puis même vraiment pas cher d'ailleurs parce que dans ces modes de résilience c'est toujours important. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que selon moi il est hyper intéressant. La première chose, c'était de devancer l'appel client, c'est-à-dire que au maximum prévenir le client, donc les opticiens le plus tôt possible, parce que eux ça leur permet de s'organiser le mieux possible vis-à-vis de leurs consommateurs. Et au-delà de devancer l'appel, c'est aussi leur donner les clés pour le plus facilement possible contacter leurs consommateurs. Et donc, nous maintenant, on a automatisé énormément de choses, des informations aux clients pour être le plus rapide possible et que bah, voilà, le process le plus lean possible. Et puis ensuite, bah, pendant l'appel, parce que il y a souvent aussi des appels, même des appels sont obligatoires. Et donc, c'est d'avoir formalisé un discours très simple. La première chose, c'était déjà de toujours commencer par formaliser des excuses. Ça a été quelque chose d'intéressant dans les discussions parce que c'était dire, bah oui, on s'excuse, mais c'est pas de notre faute. Et en fait, bah si, c'est notre faute parce qu'on a choisi ce fournisseur finalement. Donc là, c'était aussi quelque chose dont il fallait comprendre, notamment pour répondre bah, aussi à l'émotion que le client avait à ce moment-là. Et puis après, c'était de dire, bah, comprendre les impacts du client. Donc, c'était questionner le client pour comprendre, bah, voilà, quel délai vous avez annoncé à votre consommateur? Est-ce que votre consommateur, il part en vacances bientôt? Et puis ensuite, bah, proposer un dédommagement adapté au cas. Parce qu'un truc qui est revenu souvent, c'était, bah, on vous rembourse la livraison. Et les clients disaient, mais moi, je m'en fiche de la livraison, je veux juste avoir mes verres et pour mon consommateur. Du coup, bah, ça permet de réfléchir à différents types de dédommagements. Donc, par exemple, bah, plutôt que de rembourser les verres, bah, en fait, on paye un livreur pour livrer les verres avec la monture directement sur le lieu de villégiature du consommateur si jamais il partait en vacances au moment où il devait recevoir ses verres. Et puis ensuite, bah, après l'appel, eh ben, c'est aussi montrer au client, pardon, à l'opticien, qu'on continue de se soucier de son problème. Et donc, bah, on systématise toujours des appels sortants, même si on n'a pas de nouvelles du livreur, mais aussi on assure le suivi de la livraison jusqu'à ce qu'on soit sûr que la livraison soit faite. Et même maintenant, on a même des commerciaux qui vont expliquer aux consommateurs, quand c'est vraiment des cas exceptionnels, pourquoi, quel problème il y a, qui vont donner des goodies dice pour aussi expliquer la situation et aider vraiment l'opticien à expliquer le problème qu'il a pu avoir et surtout aider l'opticien et lui montrer qu'on est à ses côtés, même dans les moments difficiles. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'était un peu le point de départ de Zeiss, c'était de vous dire, de Jules au départ, quand il parlait de Zeiss, il disait on est hyper challenger et finalement c'est par la qualité de l'expérience qu'on propose à nos opticiens qu'on va faire la différence. Dans un cas comme ça, il pourrait se dire on a tous le même livreur, on va dire, et donc on ne peut pas faire la différence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on a le même livreur, même si on a des verres qui se ressemblent ou dans lesquels les clients ne font pas la différence, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire quand même la différence. Même si on a le même livreur, on peut faire la différence parce que la façon qu'on a de gérer le pépin, on en revient à la marque, c'est très à marque ce qu'on est en train de se raconter là, peut faire la différence. Et c'est par ça aussi. Donc on a le même livreur, mais finalement la façon dont on gère le pépin fait la différence et peut montrer qu'on est plus soucieux, plus sérieux, plus etc., que les autres. La sensibilisation des collaborateurs, ce n'est pas la première étape d'un programme de culture client, c'est la dernière étape. La dernière étape, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le diagnostic, une fois qu'on a déterminé un style relationnel, une fois qu'on a choisi les moments de vérité, qu'on les a designés très concrètement, et là, enfin, on a une matière première qui permet de sensibiliser les collaborateurs. Parce que c'est ce qu'on veut faire, il nous faut du contenu, on n'a pas un programme sur mesure avec une vidéo par jour et d'un coup de baguette magique, tout le monde, la culture client va grandir au sein de l'entreprise. Non, il faut des programmes sur mesure personnalisés qui se basent justement sur tout ce qu'on a créé. Et Jules va vous les présenter rapidement parce que je vois qu'il est 10h19 et on n'oublie pas qu'on va prendre vos questions. Alors, pour sensibiliser nous, nos collaborateurs, il y a eu 3 phases. La première phase, c'était de marketer le projet. On l'a appelé le projet Apollo, vous l'avez sûrement vu sur une ou 2 slides auparavant. Et en fait, c'était de dire, bah, déjà, prendre un nom qui était porteur de sens. C'est porteur de sens parce que c'était c'est un projet important dans notre stratégie, c'est même la stratégie désormais. Et donc, on avait aussi un problématique de challenger. Donc, il y avait ce truc de face à l'ogre concurrent, dire comment on peut réagir.
Après, il y avait aussi toute la partie d'identité graphique, où je vais passer vite. Et puis, parce que le truc le plus important, en tout cas au tout début, c'était vraiment incarné par le management. Tout est barré à partir du codir, donc on a passé énormément de temps à les convaincre, à leur expliquer l'intérêt de l'expérience client. Donc donc tous les membres du codir ont été ultra formés, on a passé beaucoup de temps. Et a commencé aussi par le DG qui a incarné. On a mis des rituels en place, c'est-à-dire que tous les mois, tous les mois, le DG maintenant fait une vidéo pour parler de l'actualité client, pour parler des bonnes pratiques de l'expérience client. Et donc ça a été un peu les premiers mois. Ensuite, on a passé sur vraiment la communication à proprement parler sur le sujet. Donc tout ce qui existait déjà, c'est-à-dire par exemple, on avait un fil AFP, donc pareil, régulièrement, c'est les news de l'entreprise. Il y a toujours un encart sur l'expérience client. En plus, j'ai eu l'occasion de passer dans toutes les équipes. Ça a pris un peu de temps, mais en tout cas, on l'a fait. C'était hyper important, mais d'expliquer pourquoi d'un coup on parle d'Apollo, pourquoi d'un coup on parle de ce truc-là, et vraiment de défendre le projet et d'expliquer comment on en arrive là, et que c'est d'une manière complètement logique, en posant des questions aux collaborateurs, même s'ils sont très éloignés du client, et en leur montrant que eux-mêmes, en tant que consommateurs, l'expérience client avait un impact sur la manière dont ils réagissaient et dont ils achetaient, avec des questions très simples. Parlez-nous d'une bonne ou d'une mauvaise expérience client. Et après, quel a été l'impact sur vos achats. Et enfin, comme vous l'a expliqué déjà, on a favorisé la rencontre interservice au maximum pour créer cette idée de chaîne, c'est-à-dire pour montrer qu'on a besoin de tout le monde pour fournir une excellente expérience client. Et enfin, c'est là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on ancre le projet dans le temps. Donc, on structure encore plus l'expérience client dans la stratégie. En octobre dernier, on a réuni tous les top managers de l'entreprise pour essayer de savoir quelle stratégie on allait avoir dans 5 ans. On n'avait pas orienté, on est retombé sur l'expérience client, donc c'est top parce que ça nous permet de montrer que tout le monde est embarqué. Et juste pour vous donner une petite anecdote, tout le monde est tellement embarqué que maintenant, être Apollo, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, toi, t'es Apollo, ça c'est pas Apollo. Donc c'est vraiment génial, mais ça veut aussi dire, mais il est un peu dévoyé ce terme parce que maintenant c'est un peu plus c'est bien ou c'est pas bien. Alors que Apollo, ça veut dire c'est être réactif, facilitateur et proche. Donc c'est là où on essaie de le faire, on essaie d'avancer. Et aussi on a intégré l'expérience client maintenant dans beaucoup de choses, c'est-à-dire dans l'intéressement déjà, c'est intégré aussi dans les réunions de managers, dans les réunions de fin d'année, où on dit comment tu vas être plus réactif, comment tu vas être plus facilitateur, plus proche. Donc voilà, ça c'est tout le combat qu'on essaie de mettre en place. Et en ce moment, là, on termine la création d'une demi-journée dédiée à l'expérience client qui aura lieu tous les ans. Si tu veux passer à la slide suivante, je vais vous la présenter rapidement. Donc, on appelle ça des culturales journées chez nous. En fait, c'est nos journées de culture. Et donc là, maintenant, c'est l'expérience client, avec comme objectif de faire comprendre aux collaborateurs les principes de la satisfaction client. Qu'est-ce qui fait que les gens sont satisfaits ou pas? Donc, on travaille beaucoup sur les émotions, notamment, expliquer l'impact sur les émotions et la compréhension des émotions. Après, c'était de se dire, saisir l'importance de son rôle, c'est-à-dire, en fait, moi, j'ai un rôle à jouer, donc qu'est-ce que je peux faire? Et enfin, comme je vous le disais, c'est bien comprendre ce que veut dire Apollo, donc bien comprendre ce que veut dire facilitateur, réactif et proche, pour qu'on se dise concrètement ce que c'est d'être Apollo. Et donc, ce programme de formation, il est fait par 12 collaborateurs, parce qu'on a des ambassadeurs Apollo, donc des ambassadeurs de l'expérience client qui viennent de tous les services. Et je suis très fier de dire qu'on a 3 personnes à la finance. C'est pas vraiment le service qu'on attendait le plus, mais c'est la première bande, mais en fait, c'est vraiment génial. C'est en présentiel, une demi-journée, et voilà. C'est un super signe, que 3 personnes de la finance soient proposées pour être ambassadeurs du projet CX, c'est juste génial. Il reste 7 minutes. On clôt là-dessus. Juste dire qu'on l'a fait, on a fait aussi dans les programmes de sensibilisation pour SNCF Gare et Connexion, un programme qui a duré 2 ans. On a commencé par des trackers en miroir, et on a décliné des moments importants et surtout une signature relationnelle pour SNCF Gare et Connexion à l'occasion des Jeux Olympiques. On l'a fait avec un de nos partenaires qui est Lucilus, qui a réalisé des vidéos de sensibilisation à destination de tous les collaborateurs, avec une partie témoignage de clients, une partie témoignage d'experts, une partie témoignage de collaborateurs. Donc on est fiers de dire qu'on a une petite contribution quand même au fait que pendant les Jeux Olympiques, l'accueil en gare s'est remarquablement passé. Il y a eu plein de retours extraordinairement positifs. On avait fait ça avec pour les voyageurs qui venaient du monde entier, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, avec les Paralympiques. Et on sait que ça a été un grand succès. Et on est assez fiers de dire qu'on a eu une petite contribution à tout ça, bien sûr. On termine en vous disant les clés de réussite, et on va faire ça rapidement. 1, faites simple.
Le style relationnel, Jules a insisté là-dessus. 3 adjectifs, c'est pas plus, pas plus, pas plus. Si vous allez plus loin, dès que vous êtes à 4 adjectifs, il y en a toujours un que vous oubliez. Donc, soyez clair, c'est très simple en matière de communication là-dessus. 3 adjectifs, 3 attitudes, pas plus. Limitez-vous là aussi à 3 ou 4 moments de vérité. Ne pensez pas que vous pouvez en embarquer 7, 8, c'est impossible, vous ne motiverez personne, vous allez perdre tout le monde. Donc, soyez focus sur 3 ou 4 moments de vérité. Par contre, sur ces 3 ou 4 moments de vérité, soyez extrêmement ambitieux. Recherchez l'excellence. Vous ne cherchez pas juste à être proche, vous cherchez à être très très proche et beaucoup plus proche que vos concurrents. Vous cherchez à être très facilitateur, très très facilitateur. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va pousser le bouchon pour être très facilitateur? C'est ça l'enjeu. Et puis, créer des rituels propriétaires qui vous distinguent des autres. C'est votre façon de faire. Et on en revient à l'idée du style relationnel. C'est votre façon de faire les choses, avec votre style, avec vos processus, etc. C'est vous, et ça incarne ce que vous êtes. Et dans ça, c'est pour les règles d'or. Et dans les facteurs de succès qu'on a pu voir au fil des projets qu'on conduit, un des facteurs clés de succès, c'est le fait de définir une feuille de route avec toutes les parties prenantes. Soyez clair sur les objectifs, sur les KPI, sur les mesures, sur les timings. Mais ça se fait en concertation. Vous ne pouvez pas imposer un KPI ou un objectif. C'est ridicule. Il faut que tout le monde participe à ça et soit d'accord là-dessus. Embarquez le plus tôt possible, et c'est le deuxième facteur de succès, les grandes directions support, RH, IT, communication. Ne restez pas dans une tour d'ivoire de gens qui sont au contact des clients. S'il y a 3 personnes qui sont ambassadeurs dans le département finance de SAIS, c'est parce qu'ils ont été embarqués dès le départ et qu'ils ont trouvé ça intéressant et qu'ils ont envie d'y aller. Adoptez une démarche de co-construction avec les collaborateurs, c'est ce que je vous disais dans le premier point, n'imposez rien. C'est à eux de fixer des objectifs, c'est à eux de les déterminer. Si c'est eux qui déterminent et qui proclament leurs propres objectifs, croyez-moi, ils vont tout faire pour y arriver et ça sera beaucoup plus sur la base du volontariat, parce que si vous imposez, c'est mort. Et puis, le dernier facteur de succès, et c'est presque par ça qu'on va commencer, impliquez votre codir le plus tôt possible. Plus le codir est embarqué très tôt, et c'est toute la démarche dont vous a parlé Jules ici, plus finalement les choses se facilitent, sont facilitées derrière. Voilà. Voilà ce qu'on voulait participer. Je peux arrêter Merci. On va répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci Jules, Laurent et Thierry. Je vous propose qu'on réponde aux questions. Merci à tous pour vos questions.